autrement, voilà, la délégation se veut de citoyens, gilets jaunes, apolitiques et vraiment de personnes lambda. Voilà, donc là, ça c'est la délégation, et c'est une partie de la délégation, hein, il n'y a pas tout le monde effectivement, mais voilà, on a une partie de la délégation qui est là, les piliers, on va dire, de base. Donc voilà, il y a des victimes, là, par exemple Sébastien Messina, que vous avez là, a été touché par un LBD au niveau de la mâchoire, donc il a la mâchoire à moitié paralysée maintenant. Du coup, il y a eu une création d'un mail, mais également voilà, d'une pétition et envoi de lettres à l'ONU. Voilà, donc il y a eu un appel à témoins qui a été lancé pour récolter des témoignages de victimes de toutes sortes, hein, que ce soit effectivement des blessés, mais également des personnes incarcérées, placées en garde à vue, etc. Tout ce qui peut relever d'une forme de violence. Hein. Donc sur l'email délégation.giletsjaunes@gmail.com. Donc ça a été nombreusement relayé, y compris sur des sites internet. Et des lettres ont été envoyées aux ambassades des 5 pays membres permanents, excluant la France. Pour le moment, on n'a pas de retour. On a été reçu à l'ONU, donc on a quand même eu un bon retour. Oui, mais le retour de tout ça... Alors, on va avancer. Alors, on a réceptionné rapidement plus de 330 témoignages de toute la France. Donc, concernant voilà, ces faits-là, on a établi des contacts avec Amnesty International et Amal Benkoutsi de l'Observatoire des violences policières. On a pu donc recouper un grand nombre de témoignages assortis donc de photos, de dossiers médicaux, de dossiers juridiques. Voilà. Très souvent, on avait des pièces jointes, des preuves. Et on a pu donc créer un tableau avec l'ensemble des personnes. Voilà. Donc voilà, ça a quand même très bien fonctionné. Il faut savoir qu'au niveau des témoignages, on est sur, ça va de l'étudiant en histoire à l'ancien gendarme à la retraite. On n'a pas spécialement eu, comme on pourrait le penser, des profils de gens violents ou de, voilà, on était vraiment souvent sur du primo manifestant, donc pas sur du profil de casseur. Et au niveau du Vaucluse, vous savez combien vous en avez eu ou pas? Alors dans le Vaucluse, on en a eu également, pas, bon évidemment voilà, ça reste le Vaucluse, on en a eu 4 ou 5 du Vaucluse. Voilà. Mais l'intérêt l'intérêt c'est de continuer là localement effectivement sur les points locaux, d'ouvrir des permanences et de continuer à être sur place, à recueillir des témoignages. Voilà, donc là ça fait partie des photos qu'on a reçues, des dossiers. Alors il faut savoir que sur cette adresse mail, on n'est que 2 à y avoir accès, donc il y a quand même une confidentialité qui est respectée. Tout le monde n'a pas accès aux mails. Voilà, c'est bien signifié pour permettre aux gens d'être à l'aise, de pouvoir envoyer leurs photos. Et qui est votre personne? Vanessa Daubert. Pardon, le nom de famille? Daubert, qui était en premier, D-A-U-B-E-R-T-S. Voilà. On a reçu plusieurs photos montrant qu'y compris le tir de LBD dans les jambes, c'est-à-dire qu'y compris sur les parties basses du corps, créer de forts dégâts, c'est-à-dire que là sur cette photo on est sur une jeune fille qui essaye de sauver sa jambe mais qui risque d'être amputée. Voilà. Certes, ce ne sont pas des armes mortelles, mais on voit quand même les dégâts que ça peut occasionner. Des armes mutilantes. Mutilantes. Et puis c'est à vie, c'est à vie ça. À vie, c'est utile. Je pense qu'elles sont mortelles, une chance sur 5 qu'elles soient mortelles. Pourquoi ça pas attendre? C'est ce qu'ils disent. Les gens, quand ils tiraient au début, ça ne faisait pas cette idée. Mais justement, ce qui est reçu, c'est peut-être important à dire qu'on a également reçu des témoignages de forces de l'ordre. À savoir que des forces de l'ordre se sont plaints en dénonçant les violences de subir un harcèlement. Voilà. On a reçu des enregistrements d'une personne des forces de l'ordre qui se dit poussée au suicide. Voilà. Harcèlement de la part de qui? La hiérarchie. Ah. Oui. Harcèlement interne, 10 suicides depuis janvier. Ça peut pas, c'est fort. Exactement.
Oui. On a quand même reçu des enregistrements assez sensibles. Hein. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à recevoir autant de documents. Mais en fait, ces gens-là, ils ne sont pas obligés de viser la tête. Hein. Et vraiment, ils font des excès de zèle, la viser la tête et faire des dégâts pareils. Je m'excuse, mais bon, même si tu es contre ta hiérarchie, quelque part, tu es obligé de faire des choses, tu n'es pas obligé de faire ça. Oui. Mais là, sur la dernière manif, on a vu des conflits entre CRS et c'est vrai qu'il commence à se créer des tensions entre ceux qui veulent un peu castagner, on va dire, et puis ceux qui sont plus, qui souhaiteraient apaiser la situation. À un certain moment, la conscience humaine s'éveille. Ils se mettent déjà à dos et c'est la conscience qui commence à s'éveiller. Ils ont enfin reçu la consigne de ne pas viser la tête par écrit. Ça date de la semaine dernière. Et par contre, la manif de samedi, il y en a eu un de filmé qui visait la tête et une fois filmé a changé de braquet. Donc ça reste bon. Oui. Ça reste quand même. On a sa photo, on peut porter plainte. Ouais, pourquoi pas. Ils ont les photos, ils portent bien plainte. Il était à visage découvert. On voit bien ou pas? Oui. Il est un peu À un moment donné, il se tourne justement pour voir le photographe. D'accord. Enfin, suffisamment pour qu'un logiciel de reconnaissance faciale sache le reconnaître. Ça serait bien qu'il fasse ça. Ah oui. Oui, ça serait bien, oui. De le retrouver. On sait tous que la plainte, elle n'aboutira pas de toute manière. Oui, donc c'est que de la perte de temps. C'est ça, ça serait bien que ça soit fait. Oui, mais c'est symbolique aussi. Ouais, c'est symbolique. Il faut leur faire voir qu'on peut aussi faire des choses. Quoi. Et qu'on peut mettre la pression. Voilà. Même, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, s'il a pu viser, c'est qu'il a eu peur quand même, le gars. Parce qu'il se sentait filmé. C'est ça. Ah bah, donc il se sait en infraction en fait, hein, quelque part. Voilà. Ils le savent. Mais ça fait donc, 3 on met mois une pression quand qu'ils même se savaient être en infraction et enfin finalement les mouvements de dénonciation de la Comment ça les fait impact, même si c'est faible, mais il y a un petit impact, parce que par cette directive écrite. Et puis le fait qu'ils se détournent quand ils sont filmés. Ils ne sont pas en infraction, aucun texte n'interdit de viser la tête. Ah bon? Aucun texte n'interdit de viser la tête. La circulaire n'est même pas un texte, qui oblige. Un courrier du ministre de l'Intérieur n'oblige pas à ne pas. S'ils se sentent menacés, ils peuvent viser n'importe où et ils ont le droit. Et la difficulté, c'est que de toute façon, on classe les plaintes sans suite. Et que saisir un juge d'instruction, ça met des années pour avoir une procédure. Oui. Et il y a eu une plainte pour, c'est pas pour le LBD, mais pour un assage de citoyens dans une manifestation en 2010 à Lyon. On a eu le résultat cette année et effectivement, le préfet a été condamné. 9 ans après, 7 ans et demi après. Donc même le texte de Castaner n'est qu'un courrier pour dire ne visez pas la tête s'il vous plaît. Ouais. Ce n'est pas contraignant, c'est pas une loi, c'est même pas un arrêté. Il aurait pu prendre un arrêté ministériel en disant les zones à viser, il aurait pu prendre un arrêté ministériel, il a le droit, parce qu'il a ce qu'on appelle un pouvoir réglementaire. Il n'a pas pris son pouvoir réglementaire, il a fait un simple courrier qui ne sert strictement à rien, et donc c'est pas contraignant, donc c'est pas réglementaire, donc on peut viser la tête, mesdames et messieurs, on peut continuer à viser la tête de manière légale. Donc s'ils se sentent menacés, et la menace elle est impalpable, donc ils peuvent dire ah, ben, je me sentais menacé quand même. Ils étaient nombreux. C'est ça. On peut raconter ce qu'ils veulent. Nous apporter la preuve, c'est pas une même histoire. C'est là où tu pars en ZAD. C'est juste pour préciser que c'est pas illégal de viser la tête. Donc c'est d'autant plus grave alors. Ah, ben oui. C'est pas illégal de enfin, viser ils peuvent écouter quand même leur ministre, même si c'est pas une obligation. Enfin, on a quand même vu que le tir de LBD dans la jambe, j'imagine assez proche à bout portant, ça crée quand même aussi des dégâts assez conséquents. Parce que bon, une amputation, hein, c'est vrai que c'est... Voilà. Faire un œil, mais avant ça, se faire une jambe, c'est pareil. Donc là, le mercredi 20 février, donc, a été organisé par Nicolas Mollier, qui fait partie donc, de la délégation à Genève, une manifestation pour interpeller l'ONU, où étaient présents Farid, Aïssa, voilà, la photographe, voilà. Oui, moi j'y étais. Alors ensuite, donc, Nicolas Mollier a réussi effectivement par son organisation et par le fait d'insister sur
le nombre de témoignages qu'on avait recueillis, à nous obtenir une entrée à l'ONU. Voilà. Ah, Jean Ziegler était là aussi. Je ne sais pas si vous l'avez lu dans la presse, c'était important de le mettre. Voilà, donc on a pu être reçu par un émissaire du Haut-Commissariat aux droits de l'homme. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'on a eu du coup un contact. Voilà, on a une carte de visite, on est en contact maintenant permanent. Et pour continuer de faire passer directement les dossiers. Voilà. Donc c'est pas fermé. Non, alors d'autant plus que effectivement, on a pu exposer, voilà, en l'occurrence, bon là ils ont accepté qu'une personne, mais ça aurait été bien qu'on soit plus nombreux à rentrer, ça c'est clair. Mais bon, j'ai pu exposer, on va dire, les témoignages quand même assez longuement. Ça n'a pas été juste une remise de clé USB. On s'est posé, voilà, je ne sais pas combien de temps Farid a pu estimer, mais bon, je dirais en tout cas plus d'une demi-heure. Donc, cet émissaire du Haut-Commissariat des droits de l'homme m'a fait part de l'inquiétude également de l'ONU, du fait qu'ils avaient déjà réuni une commission et alerté les autorités françaises, notamment sur le fait du LBD et de la loi Casseur, donc au niveau de la démocratie, et qu'ils allaient se réunir à nouveau très prochainement. Donc en effet, tout ce qu'on transfère sera pris en considération, en tout cas c'est ce qu'on espère et c'est ce qu'on pense. Hein. Moi, de toute façon, j'ai senti vraiment une écoute, une compréhension et une conscience de la situation, on va dire. Donc, la suite. Donc, voilà, nous avons maintenant ce contact direct. Un formulaire est en cours de mise en ligne, ainsi qu'une carte interactive des victimes, une carte française. Donc, une permanence téléphonique a été mise en place tous les mardis, donc au niveau national, voilà. Et une permanence physique au niveau local est mise en place chaque premier lundi du mois, de 12h30 à 14h30. Cette tranche horaire chaque mois pour que les personnes puissent venir porter leur dossier, témoigner, constituer leur dossier et puis échanger aussi, se rendre compte de ce qui se passe et qu'on puisse avancer là-dessus. La permanence téléphonique, on peut donner le numéro ou Ah oui, tout ouais. à fait. Oui, il y a l'accord, c'est pour ça que je l'ai mis là-dessus. Je pense que c'est Communiquer une info aussi, à propager. Voilà, il faut vraiment Peut-être la plus importante pour le moment. que les gens ne se sentent pas seuls, Et isolés, sachent que ça existe et qu'on peut les aider. Sachant que voilà, d'autres permanences seront mises en place dans différentes villes à travers la France. Là, on essaie de débloquer une permanence sur Paris parce que bon, on pense quand même que c'est important, c'est primordial même, on va dire. Voilà, donc ça c'est un article qui est paru juste après la manif en fait. Hein. Donc assez positif. Hein. Il y a eu quand même des exactions, il y a eu quand même des violences, et que c'est parce que vous êtes allé voir les ONU que ça commence à bouger. Et pourquoi ils ne l'ont pas fait avant, voilà. Ma question, c'est pourquoi ils ne se sont pas manifestés avant. Est-ce qu'ils ont eu des pressions? Est-ce que... En fait, d'après ce qu'ils m'ont dit, ils se sont déjà réunis et puis ils ont déjà interpellé les autorités françaises, mais jusqu'où? Alors c'est vrai que je pense qu'il faudrait qu'ils passent à un niveau supérieur. Et pour ça, c'est pour ça que l'appel à témoins qu'on fait ensuite est très important parce que c'est une demande de l'émissaire de l'ONU, la suite. Je vais vous montrer. Alors, actuellement, on recherche donc tout ce qui est entrave envers les services de secours, street médic, pompiers, etc. Bon, éventuellement journalistes, mais voilà, surtout les secours, parce que justement, ça va rentrer dans un autre cadre, et là, ils vont pouvoir lancer d'autres actions concernant les autorités françaises. Parce qu'effectivement, le but, c'est quand même de permettre d'aboutir à l'interdiction de ces armes et à la reconnaissance officielle des victimes. Voilà, la reconnaissance officielle des victimes, je pense, se passera avec l'interdiction des armes, hein, de toute façon. Parce que tant que c'est légal, bon, bah, finalement, ça reste un peu, voilà. Ça reste un peu des dommages, voilà, collatéraux. Enfin, c'est terrible. Terrible. Vous parlez des street médics, il y a vraiment de l'abus. Hein. Voilà. Encore samedi, nous, on a été. Je pense qu'elle y était. C'est Amandine, ton prénom? Jennifer. Jennifer, pardon. Ils se sont garés justement aux allées du parc des Italiens. Je ne sais pas si tu as raconté, mais
ils leur ont carrément pris tout leur matériel. Et puis il y a cette fameuse dame qui a fait une chute, la rue Carretterie, c'est ça? Ouais. Ils se sont retrouvés quasiment sans rien pour la soigner. Heureusement qu'il y avait une fille qui avait pu passer du bandage et du désinfectant. Sauf que la nana, pour la suite, elle a eu le coup en vrac, je ne sais plus combien de points de suture, et un truc à la tête, quoi. Donc c'est d'autant plus grave que justement ils sont là pour aider les gens et que la police gratuitement a pris les trucs. Donc ils leur ont demandé s'ils pouvaient récupérer leurs affaires un peu plus tard. D'ailleurs on les a rencontrés hier après-midi, tu as vu. Ils ont tout mis à la poubelle, quoi. Ils en ont rien à foutre. Alors que ça vient de... Non, c'est pas légal. C'est pas légal, il faut déclarer. Ils sont pas considérés comme la Croix-Rouge. C'est ce qu'on appelle une voie de fait, mais sauf que le procureur ne fait rien. Là, c'est une infraction. C'était grave. Le fait de prendre des objets qui ne leur appartiennent pas ou qui ne sont pas dangereuses, c'est ce qu'on appelle une voie de fait. Normalement, le procureur devrait leur dire non, mais je crois que même il y a des consignes, alors je ne sais pas sur Avignon, mais de certains parquetiers de demander qu'ils n'aient pas ces masques, les objets même pour les bandages, etc. Voilà, donc ça incite à faire que ces gens-là s'en aillent et de ne pas avoir de street medic dans les manifestations. Déjà, ils ont de plus en plus peur. Voilà. Ils sont visibles, ils ne sont pas en gilet jaune, donc t-shirt blanc avec une personne non-assistance à personne en danger. Ah oui, Mais parce qu'on est... Les street medics, tu sais que ça existe depuis longtemps, c'est pas né avec les gilets jaunes, ça a plus de 10 ans les street medics. Il y en a toujours eu, et comme par hasard, maintenant qu'il y a les gilets jaunes, on voulait faire taire. Mais si tu fais un peu d'histoire, ils ont plus de 10 ans. Moi je peux être déguisé et j'ai des bombes sur moi. Non mais ce sur quoi Maya a raison, c'est que la Croix-Rouge est bien... voilà, on sait que c'est la Croix-Rouge, et là effectivement... Il y a même des conventions internationales qui prévoient que la Croix-Rouge on ne touche pas, etc. Mais là, les street medics, il n'y a aucune existence légale, effectivement. C'est des citoyens qui ont décidé de s'engager aux côtés des Gilets jaunes et avec leur argent propre. Et effectivement, si on fait disparaître c'est pour ça que sur le... En temps de guerre, ils brandissaient un drapeau blanc, là, ils ont des t-shirts blancs. Sur le plan juridique, c'est pas légal, c'est pas encore la même... Sur le plan juridique, là, il y a un truc à gratter, la non-assistance à personne en danger. Sur obstruction à l'assistance à personne en danger. Oui. Ah oui. Là, il y a peut-être quelque chose à gratter. Légaliser la chose, je pense, et vous verrez qu'ils seront passés. Que sur certains blessés, on a, je pense qu'il y a eu beaucoup de non-assistance à personne en danger. Sur certains blessés, regardez, rien que Jérôme Rodriguez, ça a été filmé par plein de caméras et de téléphones. Quand Jérôme Rodriguez chute à terre, à nouveau, il y a une charge des gendarmes. Il y a une charge des gendarmes mobiles, avec cette volonté, effectivement, qu'on ne soigne pas la personne qui est à terre. Les street medics se sont à nouveau pris du gaz. Donc je pense qu'on est au-delà de la non-assistance à personne en danger. Et sur la question du gaz utilisé aussi, du gaz lacrymogène, on est sur... c'est grave parce que ça doit être utilisé, j'allais dire, avec parcimonie, mais on l'utilise de manière, j'allais dire, industrielle. C'est des quantités industrielles. On ne sait pas quel sera le retour sur la santé des gens qui l'ont absorbé. Donc, comme beaucoup de citoyens, quand on participe aux manifestations, ou même la dernière fois sur la place de l'Horloge, il y avait des gamins, on leur a fait absorber, donc du gaz. C'est pas derrière. Quel est le résultat? Parce que à Genève, une dame disait qu'il y a une jeune fille qui avait des analyses sanguines et il y a des traces de gaz sarin dedans. Donc c'est pas des... C'est intéressant qu'on les envoie. Il y a ce qui se passe et puis derrière ce qui va se passer. Ah oui, le résultat sur la population, parce que... On n'a pas de recul encore, pas suffisamment. Gaz moutarde. Le gaz moutarde. Et le traumatisme. C'est un laboratoire de Bourgoin-Jallieu. C'est une association qui s'appelle... je sais plus, c'est Hubert qui a récupéré, donc c'est une association qui a fait des analyses sur ce gaz. Donc ils se sont rendus compte que il y avait du gaz moutarde, et c'était le même gaz que Bachar el-Assad il utilisait pour bombarder son peuple. Et est-ce que le fait d'empêcher, parce qu'on a vu au cours des actes il y a 2 mois de ça, des rétentions où ils enlèvent les protections, ils retirent les protections aux gens, etc. Donc ils ont vraiment la volonté que les gens absorbent les produits.
Il y a une espèce de sadisme, quoi. Et Hubert qui est vraiment focalisé sur les effets de ce gaz. Il a fait le tour de certains points sur Avignon. Il faut vraiment que ça détruise et surtout qu'on ait la connaissance de l'assistance. Donc la démarche, elle est... Donc, juste pour finir, Hubert qui a ramené justement les 10 kilos de déchets qu'il a ramassés entre Nîmes, Avignon, un peu tous les points. Et il a continué à faire ses recherches et il s'est rendu compte que les endroits où ces fameux palais tombaient, l'herbe jaunissait. Donc c'était des palais... alors imagine ce que ça, les résidus, donc... Raccroche. Ah oui, donc derrière... Il y a vraiment quelque chose. L'herbe jaunissait. Donc j'invite aussi les journalistes à faire le tour de la ville et vous verrez que d'ailleurs la mairie n'a pas tout ramassé et l'herbe est jaune. Donc, alors, je laisse imaginer ce que ça peut faire à long terme sur les yeux, les poumons, la peau. Oui. Moi j'ai pris des rides depuis, je sais pas si vous voyez. Ça c'est la facture. Je peux gratter un lifting s'il vous plaît au nom de... Voilà. Non mais c'est vrai que ça doit faire des trucs... on s'en rend compte après des gazages... Là à Paris, ils disent que c'est pollué. Marseille et Paris, ils disent qu'ils sont en alerte de pollution. Mais c'est grâce à quoi qu'ils sont en alerte de pollution? Avec leur putain de gaz qu'ils ont lancé depuis 3 mois. Ah oui, oui. C'est pas pour les voitures, hein. Ça a été analysé. Hein. Je pensais ça, oui. Mais pour le gazage, il y a plus de retenue. Regarde, à Nîmes, centre commercial de Carrefour, ils ont gazé alors que les gens faisaient leurs courses. Ah bon? Dans le centre? Dans le centre. En fait, on était en parallèle et puis, oui, puisqu'ils ont fait une sorte de haie, ils ont repoussé tout le monde, mais ils tiraient à bout portant. Et sauf que c'est des portes automatiques, hein. Donc il y avait du vent, donc ça s'est engouffré dedans, donc on a pu être témoin de vigiles qui étaient en train de vomir, ils n'en pouvaient plus, mais c'était horrible. Ou le manège d'Avignon aussi, il y a quelques temps, ils n'ont pas eu de scrupules, plus de retenue maintenant. On a reçu des témoignages de gens qui faisaient des réactions très très sévères au lacrymo, y compris avec des plaques sur le corps. Voilà, il y a eu vraiment des réactions importantes, donc bon. Voilà. Mais effectivement, là, on s'est concentré quand même sur l'interdiction des armes mutilantes. Hein. Voilà, le lacrymo, je pense que c'est utilisé un petit peu partout, mais les armes comme le LBD, le GLI-F4, les grenades de désencerclement qui ont 25 grammes de TNT à l'intérieur, on est quand même en France un petit peu... dans les précurseurs, on est les champions. On a un copain qui a reçu une grenade, alors je sais pas, il a reçu là. Jean-François. Elle a été brûlée là, quand on a été laissé sur Avignon. C'était le fameux samedi. Ça a été violent. On attend des analyses. Un tympan de crever aussi, une fille de crever. Alors, endommagé. Là actuellement, donc on a une équipe de street medic sur Paris qui vont procéder à des analyses effectivement sanguines pour avoir un dossier précis sur effectivement la contenance de ces produits qui sont employés entre guillemets dans le maintien de l'ordre. Nous avons également eu le témoignage d'un des street medics de Jérôme Rodriguez qui a exprimé le fait qu'il a été empêché quand même de pouvoir revenir avec les pompiers et qu'ils ont été chargés quand même. Voilà, ils ont eu quand même de la difficulté à le secourir. Donc on a quelques témoignages de street medic, mais on en attend plus. Du coup, si vous pouvez relayer l'adresse mail, les numéros, la permanence, voilà. C'est tout l'intérêt là, c'est de pouvoir récolter. Il y en a des street medics qui ont été pris et mis en garde à vue. Le fameux jour où il y a eu les gaz sur la place de l'horloge qui avait tous les enfants, il y a deux street medics qui essayaient d'aider une personne. Les flics, les CRS, ils ont pris. Ils les ont emmenés en garde à vue, c'est une nuit, ils sont sortis le dimanche soir. Donc placer des street medics en garde à vue. Deux jeunes de notre équipe et d'Avignon, non. Ça c'est des témoignages. Le jeune qui a été, tu sais, qui fait la cantine, qui est passé c'est un street medic. Oui, ils n'ont pas été arrêtés pour rien. Pardon? Ces deux-là, ils n'ont pas été arrêtés pour rien. Si, ils étaient ils étaient accompagnés de bombes lacrymogènes. Non, ne dis pas. C'est des street medics. Ils ont fait un témoignage devant la presse. Il avait les deux collègues avec eux. Ils avaient dans leur voiture, et j'étais là à côté, dans le fourgon. Ils avaient, comment on appelle ça, qui C'est du UC, ça? Pour le terrain.
Donc ils vont relever encore la cabane. Voilà. Ah bah oui. Est-ce que tu peux répéter pour la permanence le numéro de téléphone et le mail? Et bien fort que tout le monde entende bien pour tous ceux qui nous regardent en ce moment. Donc le mail qui a été mis en place, la permanence téléphonique tous les mardis de 9h à 11h. À la permanence Gilets jaunes à la Maison Manon à Avignon de 12h30 à 14h30. Et le mail, c'est délégation.giletsjaunes@gmail.com. Toutes les infos, de toute façon, on les met dans le récap bulletin info. Et vous n'hésitez pas à nous contacter pour transmettre à Chirel tous les témoignages. Voilà. Pour bien comprendre, avant, quand vous envoyiez des témoignages à l'ONU, vous n'aviez pas un contact particulier, une personne qui recevait directement. Maintenant, il y a une personne directe en fait, auparavant, on n'avait pas de contact. Ouais. Simplement, on a créé le dossier, on l'a mis sur clé USB et effectivement, on a pu, donc pu accepter qu'une personne rentre pour remettre le dossier, mais également en parler. Voilà, c'était important. Donc à partir de là, vous allez tout envoyer à cette personne. Maintenant, voilà, j'ai le mail, donc et le mobile, donc effectivement, de pouvoir continuer à communiquer, à envoyer régulièrement des dossiers, évidemment pas tous les jours le moindre petit truc, mais tous les dossiers étayés avec les dossiers médicaux, avec tout sera envoyé. Les gens qui travaillent à l'ONU sont très accessibles parce que nous on est restés jusqu'au soir. Mais vous aviez une gentille sur la manif. Non, mais vraiment à la fin, vers 5h, donc c'était à peu près la sortie des bureaux, on avait fait connaissance avec cette dame qui était camerounaise et qui s'occupait d'une association aussi justement pour les violences, mais dans le monde. Donc elle nous expliquait, elle ne pouvait pas parler justement avec les personnes qui s'occupaient justement de la France pour pas qu'il y ait d'incidents diplomatiques. Mais elle me dit, mais voilà, sous la table, on peut envoyer des pics parce que justement, la France sont donneurs de leçons. Mais voilà, donc elle aura des arguments pour dire justement, balayez devant votre porte avant de les montrer du doigt. Parce que vous faites pas encore pire à votre peuple que chez nous. Donc, et cette dame, elle anime une tribune, je crois que ça s'appelle La Voix de Genève ou un truc comme ça. Oui. Où elle nous expliquait qu'elle avait le droit de réserve, donc elle ne pouvait pas s'exprimer par rapport à la France, justement pour pas qu'il y ait d'incidents diplomatiques. Par contre, sur son blog, elle nous invitait justement à poser justement des témoignages et tout, pour que justement, quand ils font des réunions, qu'elles soient informelles, justement pour qu'elles puissent envoyer des boîtes, mais leur dire, voilà, encore une fois, les gars, ça se passe ici et c'est pire que chez nous, quoi. C'est vrai qu'on a senti une écoute générale. Parce qu'à cause de la France-Afrique. Mais très accessible en fait. Moi j'ai trouvé que vraiment. Alors je vais vous passer une info juste, j'interromps parce que voilà, donc on a un de nos gilets jaunes, donc Mathieu Chapa, qui nous parle donc des personnes handicapées qui viennent dans les manifs. Donc il a créé une brigade mobile des handi-valides et il coordonne les personnes handicapées avec les street medics pour qu'elles puissent venir aux manifs et participer au rassemblement. Donc on rajoutera des informations à ce sujet dans le bulletin et sur les différents sites parce que c'est important que ceux qui ont envie de venir, quel que soit leur état de santé ou leurs difficultés, on soit là et qu'ils puissent aussi être à nos côtés et participer activement. Donc Mathieu, je te remercie pour l'info. Voilà. Alors, ce que j'aimerais aussi appuyer, c'est que dans les mails, on a reçu énormément de témoignages de gens qui ont peur de venir manifester. En fait, hein. Donc ça, il faut vraiment l'appuyer parce que on se rend compte que l'ensemble, finalement, des violences subies sur les manifestations, également des gardes à vue de masse, hein, on peut le dire, engendre une peur. Voilà, beaucoup de gens ne viennent pas manifester parce qu'ils ont peur. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Un objectif. Une réponse de répression. C'est atteint pour beaucoup de personnes. Voilà. C'est depuis le début. C'est sûr. Les gens, forcément, se faire gazer, se faire tirer, ils apprécient pas. Sur Avignon, c'est ce qui empêche les gens de ressortir. Ah bah bien sûr. Donc effectivement, beaucoup de gens, c'est pas les embrouilles entre gilets jaunes, c'est que les gens ils ont morflé avec le gaz et à cette peur justement de se faire charger par la police, de se retrouver en garde. Il y a plusieurs. Une fois, après. On a déjà discuté avec des gens parce qu'on se connaît personnellement. Pourquoi ils ne venaient pas? Après, c'est clair, il a dit ouais, mais c'est parce qu'il y a la mauvaise ambiance, ça prend une tournure politique et tout. C'est pas vrai. C'est que les gens, ils ont peur. Le but, c'est de semer une certaine terreur parce que voilà, on mutile les gens. C'est ça.
on incarcère, enfin, on interpelle, on incarcère, donc on crée une atmosphère un engrenage de violence. Un engrenage, on normalise les choses, parce que finalement ça devient normal, ça devient normal de, allez, il y a eu tant d'interpellés, il y a eu tant de mutilés, etc., un œil par-ci, un œil par-là, ça devient normal, voilà, c'est comme ça. Et donc tout ceci crée une peur, tout à fait compréhensible. En plus, la manipulation des grandes chaînes, des chaînes qui tournent en boucle. Parce que le problème étant, c'est que sur des réunions, moi j'ai entendu que c'était normal, qu'ils l'avaient entre guillemets mérité. Oui, voilà, oui, c'est un petit peu ce qui ressort. Aussi. Et y compris en Suisse, ils nous ont dit, mais bon, quand est-ce que vous allez arrêter de casser Paris? Vous ne l'avez pas volé, quoi, vous l'avez cherché. Voilà, voilà, faut voir ce qu'ils faisaient avant, c'est mérité, enfin, quelque part c'est sous-entendu quoi. Alors que c'est vrai que moi je souhaite appuyer sur les témoignages qu'on reçoit, on n'est vraiment pas sur. Il y a des jeunes filles, il y a des étudiants, globalement on n'est pas sur du profil de personnes voilà, qui sont dans putschistes, dans l'insurrection, on n'est pas sur du radicalisme ou quoi que ce soit. On est vraiment souvent sur du primo-manifestant, c'est un petit peu la première fois qu'ils sortent dans la rue, qui militent. Bon, ils ne savaient même pas. Alors, on a eu le cas d'un soldat, d'un ancien soldat qui a servi au Tchad, qui était présent là. Alain Hoffman. Voilà, Alain Hoffman, dont on a réceptionné le témoignage et avec qui on s'est mis en contact parce qu'il habitait pas loin de Genève, donc il était présent, il était là. Et donc, lui, c'est pareil. Lui, il ne savait même pas que le LBD existait, qu'on pouvait nous tirer dessus dans une manifestation. Je veux dire, voilà, donc il était là, il réglait son appareil photo, il s'est pris un tir au niveau de la carotide, donc il a vu la mort en face, hein, voilà, il s'est vidé de son sang. Et à chaque fois secouru par soit quelqu'un, soit un street medic. Généralement, ce n'est pas les forces de l'ordre qui viennent voir ce qui se passe, quoi. C'est aussi un peu problématique quand même. Oui, voilà. Finalement, il aurait pu se vider de son sang. À Paris, j'ai vu des forces de l'ordre quand même. Ah oui, non, mais attends, on généralise pas. Protéger des gilets jaunes. Hein. Oui, mais voilà, on n'est pas, on n'est pas sûr. Voilà, mais exactement. Et je pense qu'il y a un vrai cas de conscience chez certains par rapport à leur métier. Parce qu'ils ne sont pas là pour taper sur les gens, ils sont là pour protéger au départ. Au départ, oui, non, mais après, c'est vrai que bon, ils sont un peu sur tous les fronts aussi. Oui. On pourrait, voilà, donc j'ai en même temps des commentaires. Donc c'est vrai qu'une coordination des street medics, non pas seulement pour accompagner les personnes handicapées, mais pour nous accompagner tous, et puis nationale, ça serait vraiment à mettre en place, et puis même de façon plus pérenne par la suite, oui. C'est à travailler, tu as raison. Ça serait utile. Et donc voilà, cet ancien soldat disait donc j'ai servi la France et puis je me suis fait tirer dessus. Et depuis il a quand même, il faut parler aussi, il a quand même un symptôme post-traumatique. Il y a des séquelles psychologiques aussi qui ne sont pas forcément... mais importante, il ne dort plus. Hein. Moi j'étais chez lui, il ne dort plus. Pendant qu'il était au Tchad, il a rien fait la guerre. Ça c'est vachement important. Oui, j'ai fait 5 ans d'armée au Liban, je dors encore. Les gilets jaunes qui vont m'arrêter. Je pense que c'est autant important. Ah mais les complètement traumatiques. Peut-être très grave. Bon ben voilà. Donc, la suite, donc en résumé, voilà, Chirel pour conclure, donc tout ce qu'on pourra recevoir sera ensuite, on le centralise, sera transmis et donc on continuera à vous informer régulièrement sur ce qui se passe et sur cet appel à témoins. Voilà. Voilà, avec cette adresse mail, donc très important. L'adresse mail, la permanence téléphonique, la permanence physique lundi par mois, et plus ensuite s'il y a besoin, bien entendu. Ce qu'il a été proposé aussi donc à Chirel, c'est d'organiser des soirées, comme là la conférence qu'on vient de faire, pour présenter plus en détail, un petit peu partout dans le Vaucluse, avec d'autres gilets jaunes, pour informer justement, et puis surtout que les personnes à qui c'est arrivé ne se sentent pas isolées et ne restent pas seules dans leur coin. Donc merci à tous aujourd'hui d'être venus. Merci à Chirel, à Paris, à Issa, tous ceux qui sont allés aussi à l'ONU et qui ont permis de rendre visible toutes ces personnes. Je te remercie Laurence, on m'a déjà remercié. Merci Laurence. Merci. Merci à tous.